Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Moni, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 4 mois sans vidéo, sans aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. J'envoyais des petits mails de temps en temps aux abonnés, mais voilà, pas plus. Il y a quelques mois de ça, je vous disais dans une précédente vidéo que je me sentais de moins en moins bien dans mon rôle de créatrice de contenu, de moins en moins bien avec le sujet de l'argent. Et voilà, je n'arrivais pas spécialement à me sentir complètement alignée avec ce que je faisais, donc j'avais besoin d'une pause. J'espère que cette pause m'a été salutaire. En tout cas, pour le moment, j'ai envie de revenir et de vous dire des choses. Vos conseils, votre soutien, tout ça, ça m'a aidé à avancer et à réfléchir. Donc, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écrit. Voilà, merci de tout cœur. Si le sujet vous intéresse, peut-être qu'un jour, j'aurai à cœur de vous parler plus en détail de ce que cette pause et de tout ce que j'ai mis en place, le travail que j'ai fait sur moi, seule ou accompagnée, aidée du moins, de tout ce que ça m'a apporté dans cette aventure sur YouTube. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre en vidéo à une question qui m'est souvent posée, alors plus souvent par email qu'en commentaire. Doit-on rester locataire ou devenir propriétaire? Hé hé. Et je le précise, mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas m'improviser conseillère en investissement immobilier ou que sais-je, car ce n'est pas mon métier et en plus de ça, ça ne m'intéresse pas follement. Donc vraiment, je ne vais parler que de la résidence principale, qu'on appellera dans cette vidéo la RP. Oui, tout à fait. Voilà, ce ne seront ni les relations publiques ni les relations presse. Ici, on parlera de résidence principale. Et on s'en tiendra là pour cette vidéo et ça ira très bien. Donc si vous voulez des conseils sur comment mettre en place des investissements fonciers, des revenus locatifs, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. Désolée. Voilà, donc moi, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner des billes si vous vous posez cette question. Est-ce que je dois être locataire ou propriétaire de ma résidence principale? Que vous ayez des billes un petit peu pour faire prendre une décision éclairée. Ou, pourquoi pas, vous conforter dans la décision que vous avez peut-être déjà prise, en fait. Dans tous les cas, le but, c'est pas de donner une réponse universelle, parce que ça n'existe pas, ça j'en suis convaincue, intimement convaincue, il n'y a pas de réponse universelle à nos questions financières. C'est vous, votre situation et ce qui vous convient et ce que vous pouvez faire. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, gardons cela en ligne de mire. Je ne suis donc ni experte en immobilier, ni experte en finances personnelles et ça me va très très bien d'ailleurs. Je m'appuie sur mes recherches et mon expérience pour vous faire un petit cocktail, un petit mix en vidéo et derrière, on compose et on se crée sa propre réponse. Avant toute chose, moi ce que j'aimerais, c'est vous faire un point sur ma propre situation, parce que vous allez sûrement me poser la question, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, la question, c'est quelle décision moi j'ai prise? Et je ne vais pas vous dire pourquoi, je vais juste vous expliquer dans les grandes lignes comment j'en suis arrivée à prendre cette décision. Moi j'ai aujourd'hui 37 ans, mais j'ai toujours rêvé d'être propriétaire. Pourquoi j'ai toujours rêvé d'être propriétaire? Parce que depuis que je suis petite, j'entends mes parents me dire qu'être locataire, c'est jeter son argent par les fenêtres. C'est sûrement, vous aussi, soit une phrase que vous avez déjà dite, soit une phrase que vous avez déjà entendue. Avec le temps, voilà, en vieillissant, on va dire, j'ai fini par comprendre que ça correspondait aussi à la vision qu'une génération avant moi, avant nous peut-être, avait eue. Mais voilà, l'accès au crédit immobilier, le prix des maisons et des appartements, c'était différent de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc ça aussi, je pense qu'il faut le garder en tête. Et quand bien même, j'ai été éduquée comme ça par mes parents, c'est pas genre il a fallu un claquement de doigts. Pour être honnête, malgré cette ligne de conduite et vraiment cette idée claire pour mes parents qu'il fallait devenir propriétaire, en réalité, ils n'ont pas pu devenir propriétaire avant, mon père avait presque 55 ans. Donc assez tardivement, finalement bien longtemps après être arrivé dans la vie active en tout cas, parce qu'ils n'avaient ni l'argent ni l'opportunité de le faire. Donc du coup, ce qu'ils nous répétaient souvent, c'est les enfants, dès que vous pouvez, ne faites pas comme nous, ne perdez pas de temps et achetez. Et je pense qu'au fond, j'ai adhéré à ce discours parce que vraiment pour moi, devenir propriétaire, c'était une fin en soi. Seulement, la vérité, c'est que ma vie était franchement chaotique. Donc, je commençais à prendre globalement le même chemin que mes parents. J'étais pas du tout assez stable pour devenir propriétaire.
au moment où je suis rentrée dans ma vie active. Première chose, au niveau professionnel, moi j'ai toujours eu du mal à tenir en place chez mes employeurs. J'ai fait pratiquement le même métier toute ma vie, qui était un métier qui est lié au web et au e-commerce, donc un métier de consultante, formatrice. Certaines années, j'étais en CDI, mais pas très longtemps. D'autres années, j'étais 100% à mon compte. Parfois, j'étais en micro-entreprise. Après, je suis passée en URL. Là, aujourd'hui, après quelques années de salariat, bim, je suis revenue en micro-entreprise. Autant vous dire que voilà, c'est un peu les montagnes russes. Moi, ça me convient. Le parcours est mouvementé, mais au final, je fais toujours le même métier, donc ça me va. Par contre, pendant longtemps, j'ai pas eu beaucoup d'argent de côté, voire pas. J'ai eu une fille à charge en étant célibataire quand elle était toute petite. Donc autant vous dire que à ce moment-là, non seulement je me sentais pas les épaules en fait de parler, de devenir propriétaire, tout était trop mouvementé. Mais en plus, je me faisais pas confiance, c'était pas le moment, je m'étais persuadée que j'avais pas un dossier intéressant en fait, donc j'allais même pas visiter des choses qui étaient à vendre. Globalement, j'ai réussi à me projeter pour devenir propriétaire à l'âge de 34 ans, c'est quand je me suis sentie, première chose, en sécurité avec mon mari, enfin on n'était pas encore mariés, mais ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, j'avais confiance en ma capacité à gagner ma vie, quoi qu'il arrive, que je sois freelance ou en CDI, je savais, parce que j'avais le recul, tout simplement, je savais que j'étais capable de payer des mensualités sans jamais en manquer une, quel que soit mon statut. Et donc là, on a visité une maison, on a posé un dossier pour un prêt bancaire et très honnêtement, là aussi, pour être transparente, c'était pas du tout le dossier idéal pour un banquier. On n'avait pas d'apport, enfin pas énormément en tout cas. On était très conscients de nos limites, on ne pouvait pas investir dans notre ville, on vivait à Lyon, ville extrêmement chère. Je n'avais pas le droit au même taux qu'un CDI parce que j'étais à mon compte. Attention, ironie du sort, je le précise, je suis devenue employée juste après, c'est-à-dire 3 mois ou 4 mois après avoir eu un prêt immobilier à un taux correct, mais quand même élevé par rapport à quelqu'un en CDI, eh bien je suis passée en CDI. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà, en fait j'ai dû partir de Lyon, en fait j'ai dû déménager dans la campagne environnante, à plus d'1 heure, j'ai fait les sacrifices qu'elle est avec. Donc tout n'a pas été non plus facile, j'avais pas d'aide financière de mes parents. Je sais que ça, parfois, pour les primo-accédants notamment, ça peut vraiment avantager, puisque certaines personnes ont la chance d'avoir un apport qui est financé par la famille, et donc ont accès à de meilleures opportunités, en fait, sur le marché, tout simplement. Et c'est parti, on commence, et on va commencer avec les avantages à être en location et potentiellement à le rester, ou en tout cas à le rester un certain temps. Financièrement, il faut savoir que devenir propriétaire, ça a un coût. Je vais vous expliquer là tous les frais que vous pouvez potentiellement vous économiser si vous restez locataire, puisque ça a un coût qui empiète clairement sur le budget et de façon conséquente. Et je pense qu'on s'en rend compte que le jour où on a investi pour la première fois, ce qui est mon cas, puisque tout ça, je ne pourrais pas vous le dire si je ne l'avais pas vécu. Première chose, donc l'avantage, c'est le budget. Faire face à des frais d'achat, ça peut être énorme. Et du coup, ça peut nous empêcher parfois d'épargner sur le côté. Bon, on reparlera de l'épargne après, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. On a un budget qui est quand même moins important normalement dans la location et on peut se permettre d'épargner sur les frais qu'on n'a pas eu en devenant propriétaire. Alors que ce soit pour d'ailleurs investir, on peut investir autrement que dans la pierre, ou pour avoir un meilleur train de vie. Donc on n'est pas obligé de se constituer un patrimoine de façon traditionnelle en vérité. Comme je vous le disais, souvent j'ai pas un profil d'investisseuse, donc je suis pas la meilleure pour répondre à ces questions. Mais évidemment, dans le cadre de l'investissement, il y a des alternatives qui existent à l'immobilier. La bourse, entre autres, c'est une des alternatives les plus connues. Donc, vous avez un budget qui est moins lourd, vous avez une capacité d'épargne qui peut être parfois plus importante et qui peut vous permettre d'investir de façon alternative. Je m'explique. Pour en revenir aux frais économisés quand on est locataire, il faut savoir que pour toute acquisition d'un appartement ou d'une maison, il faut déjà se constituer un apport personnel. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, pour le coup, j'enregistre cette vidéo, on est en fin 2023 globalement, et constituer un apport personnel, c'est de plus en plus important. À mon époque, quand j'ai acheté ma maison, donc en 2019,
on nous demandait au minimum 10% du prix du bien. Certains arrivaient, s'ils avaient un très très bon dossier, genre 2 CDI et des très bons salaires, ils pouvaient s'en passer, mais pour la plupart d'entre nous, c'était au minimum 10% du prix du bien. Aujourd'hui, on approche plus facilement des 20-30% selon la banque. Donc déjà, contracter un prêt immobilier, ça veut dire épargner comme un barjot sur le prix du bien. Donc ça dépend du prix de votre bien. Mais voilà un petit peu ce que vous allez consacrer dans votre épargne déjà juste pour acheter et ce que vous allez vous économiser si vous êtes locataire. Il faut également prévoir les frais de notaire à votre charge quand vous devenez propriétaire. Donc en moyenne entre 7 et 10% du prix du bien quand vous achetez dans l'ancien et un peu moins si vous achetez sur plan. Voilà, encore une épargne qui part uniquement dans l'immobilier et que vous allez pouvoir vous épargner justement, vous économiser si vous restez en location. À ça, il faut aussi ajouter la taxe foncière quand on devient propriétaire. Donc ça peut s'avérer extrêmement élevé selon la zone géographique et la nature de votre bien. Et ça doit être payé annuellement. Donc, vous économisez des taxes. Vous allez aussi, pourquoi pas, économiser les éventuelles charges de copropriété. Charges de copropriété, c'est encore quelque chose qui peut revenir et de façon annuelle. Et vous avez, on parle d'entretien, vous avez aussi les frais d'entretien du logement ainsi que les éventuelles réparations ou travaux qui peuvent être plus ou moins lourds sur le budget et également sur vos nerfs. Et ça, on ne me l'avait pas assez dit. Je m'explique. Donc, à la maison, on est quand même très regardant, on n'a pas un budget illimité et en plus, on n'est pas franchement passionné par l'immobilier. Néanmoins, bien qu'on soit regardant sur le montant des frais engagés pour les réparations, par exemple, c'est vraiment très rare les fois où on a déboursé moins de 1 000 € pour chaque opération. Que ce soit de la rénovation ou de la réparation, moins de 1 000 €, franchement, c'est compliqué. Je parle de refaire une salle de bain, refaire une cuisine, changer l'électricité, commencer à travailler sur son extérieur, acheter du mobilier de qualité. Franchement, tout va très très vite dans une maison quand on est propriétaire. C'est peut-être moins vrai dans un appartement, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais eu, mais voilà. Mine de rien, on s'est déjà privé de vacances ou d'autres dépenses pour assurer ce poste-là et c'est pas anodin, il faut en tenir compte. Et quand on n'a pas envie de mettre son argent là-dedans, eh bien la location, c'est quand même très très bien. Donc vous l'avez compris, hormis l'obligation de payer en gros son bailleur chaque mois, donc le loyer et ses charges, un locataire, il a forcément moins de contraintes financières et moins de pression en général qui pèse sur ses épaules. Et là, je le répète, il y a les nerfs. Quand on a des travaux à faire, qu'on doit faire venir des artisans, qu'on doit gérer des réparations qui seront à 100% à notre frais, ça fait quand même peser une certaine pression. Avant, il y avait une taxe quand même, en France en tout cas, pour les locataires, qui était la taxe d'habitation sur sa résidence principale. Et ça a été définitivement supprimé. Donc, en fait, le coût de votre assurance habitation, il reste. Vous avez toujours besoin d'une assurance habitation. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours moins élevé que si vous additionnez l'ensemble des budgets que je viens de vous décrire. Ensuite, à part la partie financière, pour moi, l'avantage à rester locataire, c'est la liberté. Et cette liberté, pour le coup, elle est réelle. J'ai profité de cette vidéo pour parler un peu avec des gens que je connais qui veulent pour le moment rester locataires. Je ne sais pas si ce sera un choix ad vitam aeternam, mais pour le moment, ils veulent le rester. Et oui, il y a une notion de liberté qui est très forte. Si vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, ou si au contraire, vous savez exactement ce que vous voulez faire dans l'avenir et que ça ne se joue pas sur la stabilité, eh bien, pourquoi ne pas rester locataire? Je m'explique. Par exemple, vous n'aimez pas vos voisins, ça se passe pas très bien. Votre appartement, il n'est pas dans un très bon état et votre propriétaire, il fait aucune réparation pour vous permettre d'y vivre convenablement. Votre budget, il évolue à la hausse ou à la baisse. Vous n'avez pas une situation stable. Votre quartier, il est en train de prendre une tournure qui ne vous convient pas. Ou vous savez que vous allez avoir envie d'accepter un emploi ailleurs. Eh bien, dans la majorité des villes, en tant que locataire, vous pouvez quitter votre logement de façon hyper simple et hyper rapide. Le seul délai à respecter, c'est celui du préavis. En principe, il est de 3 mois, sauf s'il s'agit, je crois, d'un logement meublé. Et dans le cas que nous, on a vécu, d'une ville en tension locative comme Paris ou Lyon, là, il n'y a que 1 mois. 1 mois de préavis. Quand on est propriétaire, c'est beaucoup plus compliqué de se séparer de son bien. On nous dit toujours, oui, enfin bon, s'il y a un problème, t'as qu'à le revendre. Alors oui, j'ai qu'à le revendre, sauf qu'il y a qu'à le revendre, ça n'existe pas. Ça ne se passe pas comme ça, juste avec une lettre, ça n'existe pas. Et nous, par exemple, quand on a acheté notre maison, eh bien ça faisait 2 ans qu'elle était en vente. Ça veut dire que les propriétaires précédents attendaient depuis 2 ans pour pouvoir déménager.
ni plus ni moins. Et c'est beaucoup 2 ans selon la situation. Donc, d'autant que quand on est propriétaire, il n'y a pas beaucoup d'avantages à partir rapidement en fait. On perd même de l'argent, je vous ai dit, tout ce qu'on devait mettre dans une maison ou dans un appartement quand on emménage et qu'on vient d'acheter, eh bien, plus vous partez rapidement et plus vous perdez de l'argent, dans bien des cas en tout cas, parce on n'aura pas pu amortir tous les frais liés à l'apport, aux frais de notaire, aux travaux qu'on a engendrés, etc., etc. Je vous parlais des délais de vente des précédents propriétaires de notre maison. Eh bien, c'est vrai pour tout le monde. On ne maîtrise pas, on n'est pas sous contrôle en termes de délai de vente. Dans certaines villes, oui, ça peut prendre quelques jours, bien que, quoi qu'il arrive, vous aurez un délai incompressible entre la signature du compromis, le passage devant le notaire, le passage de clés, les DPE, donc à faire passer, DPE, comment ça se traduit déjà? Diagnostic de performance énergétique, voilà, toutes ces choses qui sont obligatoires en fait pour pouvoir vendre un bien. En fait, quoi qu'il en soit, il faut compter au minimum 3 mois, enfin en moyenne, en tout cas en France, c'est 3 mois. Quoi qu'il arrive, ça se fera pas en un claquement de doigts, même si vous vendez en 3 jours. Et dans d'autres villes, malheureusement, une vente, ça peut prendre plusieurs années parce que vous n'avez pas mis au bon prix, vous n'êtes pas assez accompagné, le secteur, il n'est pas forcément très intéressant pour les jeunes actifs, etc., etc. Donc, acheter, c'est un projet durable. Et là encore, j'exclus la notion d'investissement pur. Je me concentre sur la notion de résidence principale, je le répète. Donc, un des principaux avantages de la location, c'est la liberté et la flexibilité aussi. Et tout ce joli cocktail, eh bien pour moi, ça donne aussi une notion de responsabilité. Et ouais, vous avez une responsabilité en tant que locataire, mais elle est de fait moins lourde. Et donc, par exemple, si vous commencez dans votre vie de couple, ou que vous êtes en plein dans des changements existentiels, eh bien peut-être que vous rajoutez sur la carafe le fait de devenir propriétaire pour la première fois, peut-être que ce sera trop lourd à porter pour vous mentalement. Je ne dis pas que c'est le cas, tenez bien en compte que vous devez avoir les nerfs solides dans certains cas, parce que d'un coup, c'est une responsabilité qui vous tombe dessus. Moi, en tout cas, je pense que j'ai fait une petite crise, une petite crise après avoir acheté ma maison, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de dépenses. J'avais beau avoir budgété, vraiment, à chaque fois que ça me tombait dessus, j'étais sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, de tout ce que ça coûte en fait, en continu, et voilà. Bon, bref. Donc je vous propose de passer aux avantages de l'achat, et donc de devenir propriétaire plutôt que rester locataire. Là encore, rappelez-vous, il n'y a pas de réponse universelle, je vous en supplie, ne vous dites pas que je penche d'un côté ou de l'autre, c'est juste mon choix. Avantage de devenir propriétaire, oui, même en 2023, même en 2024, même aujourd'hui, alors que les taux sont passés de 1% à 4%, eh bien, si vous signez pour 20 ans un prêt immobilier, vous allez signer, dans la grande majorité des cas, en tout cas c'est ce que je vous recommande, avec une mensualité fixe. Voilà, tous les mois, pendant 20 ans, vous payerez la même chose auprès de votre banque. Et là, le gros avantage pour moi, il est dans ce côté fixe. La charge de votre logement sera fixée pour toute la durée de votre prêt immobilier et ne va pas bouger. Alors que dans un loyer, un système locatif, même si l'augmentation est encadrée, eh bien annuellement, elle est inéluctable. Vous aurez toujours des loyers qui augmentent, là où quand vous achetez, eh bien ça n'augmente pas, normalement pas. Il y a également des protections que je trouve plus intéressantes de ce côté-là. Je m'explique, quand on est propriétaire, on doit souscrire à une assurance qui nous protège en cas de décès, d'invalidité ou de maladie. Alors bien entendu, c'est comme avec toutes les assurances, on ne va pas se mentir, le jour où on en a besoin, il faut quand même remuer ciel et terre pour bénéficier de la garantie, ça va pinailler, on le sait, mais elle est là, elle existe et elle est activable. Quand on est locataire, cette protection, elle existe parfois, et en plus j'ai envie de dire dans certains pays, genre la trêve hivernale ou le fait que vous soyez plus protégé si vous bénéficiez de l'allocation d'adultes handicapés, par exemple. Voilà, il y a des situations qui permettent d'être protégés, mais ce n'est jamais éternel et c'est jamais à 100%. Donc c'est intéressant aussi de se dire en fonction de sa situation, vers quoi on tend. Aussi, quand on est propriétaire, on se retrouve dans une situation d'épargne forcée. Attention, je vous avais parlé d'épargne ici aussi. Voici la différence. Quand vous êtes en location, si vous gagnez
1000 € et que vous mettez 400 € par exemple pour votre loyer et que le reste vous dépensez, je ne sais pas, 400 € pour le reste de votre... C'est vraiment schématique. Hein. Logiquement, il devrait vous rester 200 € à épargner. Sauf que dans la plupart des cas, tout le monde n'a pas envie d'épargner, tout le monde ne se sent pas obligé d'épargner et va pouvoir grappiller un petit peu sur son épargne. Tout le monde n'est pas hyper discipliné sur sa capacité d'épargne. En revanche, quand on achète, il n'y a pas de « j'épargne, je n'épargne pas, j'ai possibilité, je n'ai pas possibilité ». Il est inclus, a priori, que vous êtes dans une situation d'épargne forcée. Donc les professionnels du crédit, ils expliquent qu'avec 1000 € de crédit mensuel à rembourser, on épargne environ 400 € par mois dès le premier mois, parce qu'on rembourse quelque chose à la banque qui nous reviendra dans les poches si on vend, ou qui tout simplement à un moment donné fera en sorte que nous n'ayons plus à payer notre charge fixe de loyer. Même avec un taux à 4% d'intérêt comme c'est le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien on épargne de façon forcée parce qu'en payant notre loyer, on est en train de se constituer un patrimoine. Donc il y en a un où ce sera en fonction de votre possibilité et de votre discipline. De l'autre côté, rien qu'en remboursant son loyer, on est déjà dans un système d'épargne. Alors il y a aussi cette notion, je pense, de patrimoine qui peut être important pour certaines d'entre nous. On crée un bout de patrimoine et un héritage à laisser. Alors pas forcément qu'à ses enfants, si on n'en a pas, hein. Ça peut être à sa famille, ses frères et sœurs, son conjoint aussi. Si on achète à deux, eh bien on peut aussi se mettre d'accord en disant s'il m'arrive quelque chose, ma part te revient, tout simplement. Enfin, voilà, il y a des testaments qui existent, des montages financiers qui existent. En achetant sa résidence principale, en tout cas, on se crée un patrimoine et on crée un héritage. N'oubliez pas, si vous avez un profil plutôt investisseur et que vous voulez investir alternativement, vous pouvez vous créer un patrimoine autrement, un patrimoine moins traditionnel, ça existe aussi. Néanmoins, au niveau du patrimoine et de l'héritage, je veux mettre quand même des gros guillemets. Il faut savoir que la vie n'est pas un fleuve tranquille, et là je ne vous apprends rien, mais en cas de divorce ou de difficulté quelconque, on peut très bien se retrouver à devoir vendre. Moi, j'en ai tout à fait conscience. Voilà, ma maison, elle ne m'appartient pas, elle appartient à la banque actuellement. Hein. On peut très bien se retrouver à devoir vendre et repartir à zéro. Donc, au départ, quand on achète, on peut avoir les meilleures intentions du monde pour avoir un patrimoine, mais ça ne nous garantit pas devenir propriétaire au moment où on signe le crédit immobilier de sa résidence principale. Ça ne nous garantit pas un taux de réussite de notre stratégie à 100%. Voilà. C'est un peu les guillemets que j'ai envie de mettre à patrimoine. On est dans une intention de patrimoine. Il y a également l'idée de préparer le futur en termes de retraite, même si là aussi, aucun d'entre nous n'a la certitude qu'il arrivera à la retraite et aucun d'entre nous n'a la certitude qu'il touchera une retraite. Hein. Je pense qu'on en a de plus en plus conscience. Mais dans l'idée, beaucoup de propriétaires de résidences principales sont dans le concept où ils se disent, une fois mes revenus qui vont être à la baisse au moment de la retraite, eh bien, on sera très content de ne plus avoir à payer de loyer. D'autant que, voilà, en tout cas en France, quand on a plus de 65 ans, il y a malheureusement des bailleurs qui sont peu scrupuleux et qui n'ont pas très envie de louer leurs appartements à des seniors. Donc on se retrouve parfois, quand on veut déménager, face à des refus de logement qui, à mon sens, en tout cas, sont abusifs. Je ne connais pas assez la loi à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi, ça reste une discrimination de refuser de louer à quelqu'un en fonction de son âge. Donc voilà un petit peu comment on peut s'épargner des problèmes à la retraite. Là aussi, c'est une stratégie. On ne peut jamais se garantir à 100% que ça va marcher. Un des avantages que je vois également à la souscription d'un prêt immobilier, c'est la possibilité de renégocier les mensualités ou renégocier les taux. Si les taux d'intérêt baissent, comme ça a été le cas ces dernières années, avant qu'on connaisse cette explosion actuelle, eh bien, on avait la possibilité de faire racheter son crédit. Par exemple, je sais pas, on avait un crédit à 5%, j'ai une connerie. On pouvait le faire racheter en fonction de notre situation, il pouvait descendre à 1%. Donc d'un coup, bim, on changeait la situation, on changeait son statut par rapport à son achat et on économisait de l'argent. Également, on a la possibilité, en cas de baisse ou de hausse de vos revenus, en fait, vous pouvez aussi faire varier la mensualité si besoin. Alors attention, on ne peut pas faire ça tous les 4 matins, parce que sinon la banque, elle facture des pénalités, notamment parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent sur vos intérêts, ils gagnent de l'argent sur le contrat qu'ils ont actuellement. Donc si vous faites quelque chose qui bascule en votre faveur, ils vont vous le faire payer. Donc vous ne pouvez pas le faire en continu et dès que vous en avez envie, mais 1 à 2 fois pendant la durée de votre contrat de crédit, ça peut être utile et ça peut se faire. Donc voilà, il se peut que vous puissiez mettre vos mensualités à la baisse et augmenter la durée de votre crédit dans certains cas, et dans d'autres cas, plus avantageux évidemment, vous pouvez baisser
la durée de votre crédit, augmenter vos mensualités, donc rembourser plus vite. Ça, on est bien d'accord, quand on est locataire, on ne peut pas choisir de monter, baisser son loyer, ça c'est pas possible du tout, on est beaucoup plus bloqué, on va dire, à ce niveau-là. Donc vous l'avez compris, comme toujours, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, mais je pense, voilà, qu'en ayant peut-être, bon, j'ai sûrement oublié des choses, hein, n'hésitez pas à compléter, mais je pense qu'en tant que parent ou en tant que proche de jeunes adultes, ou même d'ailleurs entre amis qui avons des débats à ce sujet-là, bah, ça peut être sympa de dézoomer, de voir l'image complète et de ne pas rester bloqué sur cet adage où on met l'achat immobilier sur un piédestal. Il ne faut pas se dire que acheter sa résidence principale, c'est obligatoire pour réussir dans la vie. Il faut aussi être en mesure de comprendre et de débattre autour des choix pour les respecter et respecter aussi les possibilités de tout un chacun. C'est pas facile non plus de devenir propriétaire pour plein de raisons. Ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. Mon conseil, au niveau individuel, si ça vous tente, c'est de toute façon, il faudra que vous fassiez un budget mensuel et si possible même annuel, je vous remets des vidéos à ce sujet-là, pour pouvoir prendre une décision éclairée. On pèse les pour et les contre, comme je vous le disais, et pas seulement au niveau financier, mais aussi par rapport à votre projet de vie global. Ça inclut beaucoup trop de responsabilités pour qu'on prenne une décision comme ça uniquement en se basant sur ce que les autres ont fait et ce qu'ils ont, selon nous, réussi. Pensez également à votre santé mentale, c'est ce qui compte énormément. À ce sujet, je vous disais de faire votre budget, n'hésitez pas en fait, mes fiches de budget mensuel, elles sont toujours gratuites, elles sont toujours à votre disposition, elles sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez les télécharger si vous le voulez, et si vous voulez notamment vous initier à la méthode du budget base zéro, c'est celle que j'utilise dans cette fiche. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine, je ne sais pas quand, mais voilà, j'espère pouvoir en faire une prochaine bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout, et de vos petits sous. Je vous embrasse. À plus.